C'est bon. Oui. C'est clair. هذا الصوت يا انتبه هذا الصوت Alors, c'est pour la deuxième partie de la lettre ouverte adressée à l'intention de la jeunesse mondiale, plus particulièrement à la jeunesse estudiantine. Dans la première partie, on est arrêté à la construction de l'Institut du monde arabe à Paris. Évidemment, cette construction de cet établissement à Paris démontre combien la France est de connivence avec l'UNESCO pour prolonger la vie de l'arabisme je dis bien pour prolonger la vie de l'arabisme. Car en réalité, on ne peut pas cacher tout le temps, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Il est vrai, ça fait des générations et des générations qu'on a réussi à tromper. Oui, tromper, à duper. J'ai dit que les 5 mots qui ravagent l'humanité, c'est l'impérialisme, le colonialisme, le nazisme, le sionisme et surtout l'arabisme. Effectivement, on ne le répète jamais assez, que l'arabisme, c'est la seule formation qui bénéficie des soutiens de toutes les puissances confondues, des deux pôles, communistes ou impérialistes, colonialistes ou autres. Oui. Lorsque je dis c'est pour prolonger la vie de l'arabisme, effectivement, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, bien que jusqu'ici, il n'y a aucune réaction de la part de la jeunesse, de la part de la classe politique, encore moins de la classe intellectuelle, c'est-à-dire les universitaires. Du fait que tout ce monde-là est formé par des gouvernements, il faut le dire, il faut le répéter à chaque fois, par des gouvernements renégats. Oui, l'ensemble des gouvernements installés après le départ du colonialisme, c'est des gouvernements renégats. Alors, ces gens-là, oui, sont accaparés de tout et ils ont réussi vraiment à brutiser la classe intellectuelle. Oui. On a réussi à marier les incompatibles sans que
cette jeunesse se rende compte. Oui. On a bestialisé le monde au nom de la civilisation. Oui. On a fait de l'athéisme, oui, de l'athéisme une religion ou des religions. C'est de l'athéisme. Oui, je dis bien l'athéisme. On a essayé à tout prix, après avoir attaqué le Créateur qui est Dieu, attaqué qui a les trois forces du monde occulte, du monde, enfin, c'est pas occulte, du monde dit du monde j'ai perdu le mot qu'il fallait, un monde qui se dit spirituel. Ce monde spirituel ont détaché les prophètes de Dieu, ont fait des religions de prophètes. Ils ont éliminé Dieu carrément, oui, et font de chaque prophète un leader, et les fidèles deviennent des supporters. Alors, le reste du monde, qui ne sont ni avec Moïse, ni avec Jésus, ni avec Mohammed, que Dieu, que le salut de Dieu soit sur l'ensemble des prophètes. Le reste du monde, qui en réalité adorait la nature, parce que pour Dieu, pour eux, le créateur de cette nature, ils ne reconnaissent pas le créateur de cette nature, ils parlent que de la nature. Et ce monde-là, maintenant, il s'attaque à la nature même. Ils font des choses de contre-nature. Et ces choses qui s'attaquent même à la nature, en faisant des choses de contre-nature. Même avec tout ce qu'on voit déjà sur le terrain, dans la pratique, et maintenant, non seulement comment dirais-je, non seulement est admis comme une chose normale au sein de la société, mais encore plus, maintenant, il y a des pays qui sont en train de voter des lois contre cette nature. Le mariage entre hommes et entre femmes, c'est un mariage de contre-nature. Oui. Donc, cette situation il y a des choses qui est très difficile à expliquer, mais normalement ça ne demande pas de commentaires parce qu'on les vit, on les voit, on les entend dans tous les coins de rue, dans toutes les chaînes de télévision et dans toutes les chaînes de radio et dans la presse. Des choses de contre-nature. Oui. C'est ce chose de contre-nature qui est admis maintenant
qui est en train d'être légiféré, oui, par des assemblées nationales, sans aucune réaction, aucune. Alors, ça a commencé par la contre-nature politique. Oui, de la contre-nature, qui est vraiment pris comme programme, oui, et soutenu par les instances internationales, en l'occurrence l'ONU, et surtout l'UNESCO. Le concept arabo-musulman fait partie de cette contre-nature. Oui, l'islam, il est compatible avec toutes les idéologies, toutes les tendances. L'islam est compatible avec toutes les idéologies et avec toutes les formations politiques. Oui, à quelque chose pareil. Mais avec l'arabisme, c'est vraiment incompatible avec l'islam. Incompatible avec l'islam. Parce que l'arabisme lui-même a été créé contre l'islam et contre le nationalisme. Il a été créé par Michel Aflaq. Michel, un chrétien qui n'a rien de chrétien que de nom. Et par le grand espion de l'époque, Laurence d'Arabie. Oui. C'est-à-dire, c'est les Anglais qui ont créé l'arabisme contre quoi? Contre l'islam. L'islam contre l'empire musulman. Oui, contre l'empire musulman. Et lorsqu'on parle, on mélange, on marie l'islam avec l'Europa, c'est des choses incompatibles. C'est là l'imbécilité totale, je dis bien totale, de tout adulte, de tous les adultes qui ont un minimum de maturité d'âge d'adulte. Parce que être adulte, il ne suffit pas d'avoir 20 ans, de 30 ans, 40 ans. Être adulte, c'est avoir un esprit libre, souverain, capable d'analyser et d'étudier, de différencier entre les choses, connaître la valeur de chaque chose, oui, la valeur de chaque chose, oui, distinguer le mal du bien, c'est ça, le signe de la majorité d'âge, le signe de quelqu'un d'adulte. C'est ça une faculté normale d'un homme adulte. Alors, comment? Avec tout ce qui s'est passé déjà, avec tout ce qui se passe, avec en connaissant les créateurs, les fondateurs de l'arabisme, et on continue à le coller à l'islam avec une certaine fierté vraiment zélée, l'uroub ou l'islam, l'islam, l'arabisme et l'islam. Et tous
les umala, les valets que j'appelle ça, c'est pas des ulama, des valets au service du diable, des mercenaires au service du diable, ceux de Jamal Azhar et consorts, oui, et tout le Conseil supérieur islamique du monde, oui, ce sont des valets, ce sont des mercenaires au service du diable. Mélanger, accepter d'additionner l'arabisme à l'islam, c'est de l'athéisme. Oui. Oui, un athée, un païen dans le temps, est plus raisonnable qu'un alim, qu'un étudiant, qu'un universitaire, qu'un cadre supérieur, accepte, admet, adopte cette idée. Oui, de mélanger l'islam avec le Romain. Oui. L'islam dans l'arabisme, c'est comme du miel dans la poubelle. Oui. C'est comme du miel dans la poubelle. Oui. D'ailleurs, ce concept arabo-musulman, c'est le concept anglo-français. C'est-à-dire le concept colonialiste. Oui. C'est eux qui l'ont créé. Et on voit bien que pourquoi on a créé l'armée arabe sous le commandement de Laurence d'Arabie et Michel Aflaq. C'était contre l'Empire islamique. Et depuis, l'arabisme ne fait que détruire l'islam de l'intérieur. De l'intérieur, oui, de l'intérieur. On n'a qu'à voir Saddam. Lorsque, pour la première fois dans le monde, on voit une république islamique, celle iranienne. Oui. Sur le plan religieux, le concept de Shia, je ne le partage pas. Je le condamne même. Parce que quelqu'un qui connaît la pensée de Cheikh Abdelrahman Bounoua, c'est celui qui a condamné tous les sectes. Toutes les sectes. Oui. Salafiyya ou Soufiyya ou Shia ou Sunna, il les a tous condamnés. Je reviendrai par la suite sur ça. Parce que toutes les sectes, Shia ou Sunna ou Salafiyya ou Soufiyya, tous ont été condamnés parce qu'ils ont été rejetés par le Coran, rejetés par Dieu. Toutes les sectes, Shia ou Sunna ou Salafiyya, tout ça, ce sont des gens égarés. Les athées sont plus honnêtes et sérieux que les gens de ces sectes. Mais en tant que république islamique, pour la première fois on voit une république islamique, mais qui est mobilisé contre cette république islamique? Ce n'est ni les Israéliens, ni les Italiens, ni le bouddhisme, ni les chrétiens, ni les juifs, non. Bien que ça les arrange tous de voir quelqu'un attaquer démolir cette république. C'est l'arabisme. C'est Saddam Hussein. C'est lui qui est à la tête de l'arabisme après la mort de Jamal Abdel Nasser. C'est Hafez al-Assad. Après Hafez al-Assad, c'est Saddam Hussein.
c'est Saddam Hussein. C'est tout le monde qui a aidé Saddam Hussein, les communistes, les sionistes, les colonialistes, c'est tout le monde, toutes les puissances ont aidé par tous leurs moyens matériels et tout, Saddam Hussein pour détruire l'islam, la République islamique de l'Iran. Ben, est-ce que vraiment ça demande des commentaires pour ça? Est-ce que ça demande vraiment d'être intellectuel pour comprendre ça? Il suffit d'être adulte. Il suffit d'être adulte pour comprendre que l'arabisme, il est fait contre l'islam. L'arabisme, il est fait contre le nationalisme. Pourquoi Saddam Hussein il a employé même de l'arme chimique contre les nationalistes irakiens, contre les Kurdes et les autochtones? Oui, l'Irak est kurde. L'Irak n'est pas arabe, il est kurde. Il y a des tribus arabes, mais en tant que tribu et non en tant que peuple. L'Irak babylonien appartient aux Kurdes. Eh bien, l'arabisme, à leur tête, Saddam Hussein, il a massacré, c'est un génocide qu'il a entamé contre les Kurdes. Et pendant tout ce temps-là, aucune télévision des pays de la Ligue arabe, ou aucune radio, aucun journal ne relatait les faits de ces massacres. Ils ne parlaient pas de ces massacres. Parce qu'au nom de l'arabisme, c'est l'arabisme qui attaque les autochtones, qui attaque le nationalisme. Donc l'arabisme, il est fait comme ça. C'est ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Oui. Les mouvements amazigh. Certains nous appellent encore berbères, alors que c'est un mot péjoratif qu'il ne fallait pas employer. Eh ben, il y a eu des morts, il y a eu des confrontations, il y a eu tout ça contre le nationalisme. Bien qu'en Algérie, ce n'est pas le cas de l'Irak. Parce qu'en Irak, il y a des Arabes. Il y a une communauté de tribus arabes. Tandis qu'en Algérie, il n'y a pas d'Arabes. Mais à partir du moment où elle fait partie de cette ligue maudite, je dis bien maudite, parce que c'est quelque chose de faux, c'est un mensonge. Tout ce qui est faux et tout ce qui est mensonge est maudit par Dieu. C'est pas moi qui le maudit, c'est Dieu. Tout ce qui est faux est maudit. Alors l'arabisme, il est fait pour étouffer l'islam de l'intérieur et arriver même à faire des génocides à toutes les populations qui restent encore jalousement attachées à leur identité nationale. Donc au nationalisme. Donc l'arabisme est contre le nationalisme et contre l'islam. C'est pour ça qu'il est soutenu par toutes les puissances du monde. Mais ce calcul qui est jusqu'ici vraiment est très efficace pour le colonialisme. Oui, surtout pour le colonialisme, l'impérialisme et le colonialisme. Et pour le moment, cette politique qui est amenée directement par la Grande-Bretagne et la France. Oui, actuellement, c'est avec l'UNESCO, bien sûr. Alors, ce calcul, bien que depuis la création de la Ligue arabe, la France et l'Angleterre trouvent leur compte. Mais c'est pas pour de bon. Oui. C'est pas pour de bon, parce que si alors le général Job disait le colonialisme ce sont des mauvais élèves. Oui, c'est vrai, c'est des mauvais élèves. Oh, ils apprennent aucune leçon.
aucune leçon, c'est vrai. Ouais. Il compte que sur la force. La force est toujours aveugle. Oui. Toutes les forces sont aveugles. Aveugle, c'est-à-dire, il loupe souvent la cible. Là, sachant que les autorités françaises qui ont accepté de faire cet institut du monde arabe, l'institut, c'est un établissement à caractère culturel, à caractère historique, à caractère scientifique, c'est ça l'institut. Lorsqu'on se dit du monde arabe, lorsque, avec la nouvelle montée et l'éventuelle montée de la jeunesse intellectuelle, sincère, honnête, oui, et consciencieuse, libérée de toutes les influences gouvernementales, de tous les systèmes. Lorsque ces universités deviendront universelles et non gouvernementales. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui va arriver bientôt. Je dis bien bientôt. Ils vont tout de suite se rendre compte que dans cet institut, il n'y a rien d'arabe. Je défie quiconque de trouver quelque chose d'arabe dans cet institut. Oui, je défie quiconque de trouver quelque chose d'arabe dans cet institut. Oui. Il n'y a rien d'arabe dans cet institut. Oui. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a rien de saoudien de cet institut. Parce qu'il n'y a que les saoudiens qui sont arabes. Et si on parle de la culture arabe, les gens savent que Dieu a décrit avec détail le peuple arabe. Oui, il les a décrit, décortiqués avec détail que ce peuple n'a aucune culture, n'a jamais eu de culture. Jamais eu de culture. Si on parle de la culture islamique, à ce moment-là, elle n'est pas saoudienne. Elle est universelle, parce que la religion est universelle. C'est comme la science est universelle. Donc il fallait dire la culture islamique. Oui. Parce que même les savants qu'on a taxés d'arabes, injustement à tort, avec une imbécilité intellectuelle, oui, lorsqu'on sait que Ibn Sina n'est pas arabe, mais dans le milieu intellectuel des universités européennes ou américaines ou autres, on le prend pour un arabe. Ils savent qu'il n'est pas arabe, mais ils le prennent d'arabe. La même chose pour Averroès et tout le reste des savants de formation arabe. Ils ne sont pas arabes. Alors, ces ouvrages de ces hommes musulmans de formation arabe ne sont pas arabes. Eux-mêmes ne sont pas arabes. Deuxièmement, cette civilisation, cette science n'est pas arabe. Et la science islamique, ou la science, il n'y a qu'une seule science. La science est universelle. La religion est universelle. Donc, lorsqu'ils seront, ils vont trouver que la France non seulement a perdu la raison, oui, a perdu la raison, a perdu la raison, mais elle provoque, oui,
Elle provoque quoi? Elle provoque quoi? Elle provoque, oui, l'aliénation culturelle d'office. C'est-à-dire, elle veut absolument faire croire au peuple aliéné culturellement, c'est-à-dire ceux de la Ligue arabe. La France et les Anglais ont réussi à faire admettre aux membres de la Ligue arabe une politique d'auto-aliénation. Et cette auto-aliénation entamée dès le lendemain de l'indépendance de ces pays, avec une fierté, avec vraiment victoire, avec de gloire, se croire, se prendre pour un arabe. Pour eux, c'était une noblesse sublime. Ouais. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Être arabe, c'est perdre toutes ses racines, perdre toute sa culture, perdre sa personnalité. Oui. C'est s'auto-bâtardiser. Oui. C'est auto-bâtardiser. Oui. Parce que l'auto-aliénation ne veut pas dire autre chose que l'auto-bâtardiser. Bâtardiser un peuple, bâtardiser des nations tout entières, avec des civilisations millénaires. C'est cette politique-là qui est soutenue par la France et l'Angleterre. C'est avec cet institut que la France voulait à tout prix prolonger cette politique d'auto-aliénation et bâtardiser. Oui. Bâtardisation. D'auto-débâtisation. Oui. Alors, pour arriver avec tout ce qui se passe dans le monde, voir que tous les régimes que nous gouvernent n'ont créé que leur stratégie ne fait que multiplier quoi? Ne fait que multiplier l'élargissement des marasmes, ne fait que multiplier ce qu'on appelle un mesure, fawaris. Fawaris, c'est une malédiction provoquée, nourrie et planifiée. Oui, fawaris. C'est une malédiction planifiée et nourrie. Oui. Oui, et appliquée. Les tragédies qui se multiplient un peu partout dans le monde, c'est l'œuvre de la politique des gouvernements qui nous gouvernent. Lorsque je dis que toutes les forces sont aveugles, lorsque vous nous les 38 pays européens, c'est des puissances,
derrière eux l'Amérique, qui n'ont pas pu arriver à bout d'une organisation de Al-Qaïda ou d'une organisation de Macky Sall en Afghanistan. Talibans. Tout avec toutes ces forces, avec tous les services, le CIA, les services d'espionnage, de contre-espionnage français, italien, de toutes les puissances du monde, avec l'aviation, avec tous les moyens, les moyens de communication, avec tous les moyens vraiment de porte-avions, d'avions qui vraiment qui bombardent tout seul sans pilote. Avec tout ça, ils n'ont pas pu arriver à bout de petits groupuscules, la plupart même pieds nus, ouais, depuis combien d'années? Et ils parlent de puissance, ils parlent d'efficacité, ils se disent capables de gérer, oui, ils sont capables de créer des guerres, mais ils sont incapables d'arrêter la guerre. Mais justement, aucune de ces puissances n'a eu une victoire dans leur vie. Aucune. La France a perdu partout. En Indochine, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, partout il a perdu. L'Amérique aussi. Elle en a perdu au Vietnam, elle en a perdu en Irak, elle en a perdu en Afghanistan actuellement. Ben, alors, qu'est-ce qui leur reste? Sur le plan politique, ils sont zéro. Et sur le plan militaire aussi, c'est au-dessus de zéro. Eh bien, de quoi ils sont capables ces gens-là? Alors, est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de revoir tout ça? Qui c'est qui peut mettre de l'ordre dans tout ce grabuge mondial? Ce n'est pas les partis politiques. Ce n'est pas les pauvres militants des partis politiques. Les pauvres militants qui sont en train de perdre tout. Les militants de tous les partis perdent tout. Dès que le jour même où il paye sa carte, il perd son indépendance, il perd sa liberté, il perd sa souveraineté. Il n'a pas le droit de voter pour qui il veut. Il ne peut pas se présenter tout seul. Si le parti ne le présente pas, il ne peut pas soutenir, même verbalement comme ça, dans des réunions informelles, soutenir quelqu'un, un ami qui ne fait pas partie de son parti. Un mot d'eux, il va être rejeté de son parti. Alors, les militants perdent leur liberté d'expression, leur liberté de candidature, leur liberté des élections. Tous les militants du monde, alors, perdent leur liberté d'expression, leur liberté d'élection, leur liberté de candidature, et tout en payant. Ils payent, ils cotisent, et tout ça, ils payent. Ils payent. Et il perd le temps avec ses réunions, oui, et il arrive à se faire des ennemis dans les partis adverses, et puis après il aura même des ennemis au sein même du parti où il milite. Okay, c'est ça la vie, et on accepte ça, et personne ne dénonce ça, personne ne dénonce ça. Comme ça, j'adhère, je paye ma carte mensuellement, mais je n'ai pas le droit de voter pour qui je veux. Il faudrait que je vote pour quelqu'un du parti sinon. Je ne peux pas parler du bien des autres gens qui ne font pas partie de mon parti. Je ne peux pas me présenter
aux élections, sauf si mon parti me délègue. Alors à ce moment-là, est-ce que ce militant-là, c'est un militant, c'est quelqu'un d'adulte, il accepte ça. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas quand, c'est pas seulement dans les pays arriérés, non formés, ils n'ont qu'un niveau, quelque chose comme ça. Non, c'est ce qui se passe dans tout le monde, dans le monde entier, chez tous les partis. Et voilà. Donc c'est pas, on ne doit pas compter ces gens-là pour apporter quelque chose au pays, au monde entier, au continent. Mais il y a une organisation qui fait d'elle-même, c'est-à-dire le mouvement estudiantin. Oui, c'est une organisation, c'est un rassemblement de la jeunesse, qui normalement est la crème du peuple, qui est faite naturellement. C'est comme service militaire. C'est comme à la caserne. Une mobilisation qui est faite d'une manière automatique. C'est pas pour problème d'idéologie ou pas pour problème de ça, mais dès que quelqu'un termine ses études secondaires, il rentre à l'université. Comme ça. Automatiquement. La même chose, donc, dès que quelqu'un a l'âge d'être au service national, il part au service national. Mais comme au service national, il n'y a que il y a des œillets, et c'est des cages, on les met dans des cages. Mais dans l'université, elle est faite pour penser, pour étudier, pour analyser. Mais pour analyser, étudier toutes les choses, toute la vie quotidienne du peuple. Ah ouais, ces étudiants, ils peuvent apporter quelque chose de nouveau à toute l'humanité. Et bien seulement ils peuvent, ils doivent. Et ça leur demande rien du tout. Ça leur demande que d'être eux-mêmes, d'avoir une pensée libre, d'accepter, de ne jamais accepter une idée faite à l'avance sur quelque chose. C'est à eux d'étudier, d'analyser, de voir les choses. C'est pas au professeur. Constatation faite de tout ce qui se passe dans le monde, personne ne peut dire le contraire de ce que je viens d'énumérer, sans rentrer dans tous les autres détails. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Le mouvement estudiantin peut faire, oui, instaurer un nouvel ordre mondial. Oui, un nouvel ordre mondial. Un ordre avec un gros O, ordre général, ordre économique, ordre culturel, ordre social, ordre politique, ordre frontalier. Ordre frontalier. Oui. C'est le seul qui peut le faire pacifiquement. Pacifiquement. Oui. En commençant d'abord, comme je l'ai dit dans la première partie, par vraiment libérer l'université du joug des gouvernements. L'université doit être universelle. Les doyens de l'université doivent former un comité international. Oui, la science est universelle. Ces doyens doivent former d'abord au niveau continental. Au niveau continental. Oui. Et après, ce bureau continental
bureau de coordination des doyens des universités continentales, va créer un bureau international. Ceux-là vont revoir la politique qui devait être faite par l'UNESCO. Oui, par l'UNESCO. Créer une institution de l'UNESCO digne de son nom. Pas celle comme celle qui existe au service du colonialisme, de l'impérialisme, etc. Ça, voilà. Ça, c'est la mondialisation sincère, honnête, tout en préservant la souveraineté de chaque peuple, de chaque territoire, de chaque frontière, de chaque continent. Alors, on fait asseoir la paix. Oui. Chaque étudiant, chaque mouvement étudiant en Amérique peuvent changer la politique américaine. Oui. Quelques jours de manifestation, quelques jours de feu dans toutes les universités américaines poussera la Maison Blanche à rester américain, à penser américain, à défendre les Américains, à lutter contre la misère américaine, contre l'injustice américaine, à rester américain et laisser le monde tranquille. Oui. La même chose pour Londres, la même chose pour Moscou, la même chose pour Paris, la même chose pour toutes les capitales du monde. Alors, ce que dépensent ces messieurs, oui, dans leur intervention intercontinentale, servira, oui, à mettre l'équilibre économique et à mettre fin à toutes sortes de misères dans leur continent, dans leur pays. Oui. C'est ça. Et cette politique de deux chambres, ou de bien de deux partis, qui a rendu vraiment la société humaine à une dégradation des mœurs, de l'injustice, etc. Ce n'est pas le Sénat américain qui va gouverner. C'est l'université qui va gouverner. C'est-à-dire, c'est l'université qui va fournir des cadres et qui va fournir une politique américaine, purement américaine, sans ingérence, aucune ingérence, dans les autres continents ou dans les autres pays. Oui. Donc, l'université doit dénoncer la politique de Maison Blanche, oui, et revoir la composante des Sénats américains. Les Sénats américains doivent penser à l'Amérique. Elle ne doit pas penser à Afghanistan ou à Irak ou ailleurs. La conscience l'oblige, la morale l'oblige à ce que chaque gouvernement s'intéresse uniquement aux problèmes de son peuple. Il n'a aucun droit, moralement, consciencieusement, scientifiquement, religieusement, à s'ingérer dans les affaires des autres. Donc, la politique du continentalisme préconisée par le grand penseur amazigh, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman El-Gustouri, est la meilleure solution pour asseoir la paix dans le monde. Oui, cette politique, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est une politique déjà
tracée par Sheshnak en 950 ans avant Jésus-Christ et qui a été reprise par le roi Massinissa en 150 ans avant Jésus-Christ et qui a été reprise par Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman El-Gustouri en 1753 lors de à l'ouverture des travaux du congrès du mouvement de la Rahmania qui s'est tenu au Soudan, plus précisément à Darfour. Alors là, la politique du continentalisme est le seul moyen d'assurer la paix mondiale. Et le seul moyen de mettre fin au colonialisme, à l'impérialisme. Le seul moyen de mettre fin à toute sorte d'ingérence. Le seul moyen vraiment de préserver les frontières respectives. Et le seul moyen d'assurer la sécurité du citoyen, de la famille, du peuple et la stabilité des régimes, des gouvernements. Je pense que ça nous demande aucun moyen matériel pour arriver à là. Il suffit vraiment que chacun puisse convaincre le peuple. Le peuple, c'est d'abord qui? Le peuple, c'est d'abord la famille. Chaque étudiant doit convaincre ses parents de cette politique. Mais, et c'est facile à les convaincre. Il faut dire que, voilà, si vous croyez en Dieu, voilà Dieu ce qu'il disait dans la Bible, dans l'Évangile, dans le Coran, voilà ce qu'il dit. Ce qui se passe actuellement est immoral. Oui. Ce qui se dit, ce qui s'écrit est immoral. Oui. Lorsque il est vrai que le continent le plus victime, c'est le continent africain. Mais la jeunesse africaine peut prendre ça. Oui. Vas-y. Hein? Alors, il faut que cette jeunesse africaine elle aura le soutien des restes de la jeunesse des autres continents. Elle aura le soutien. Elle doit regrouper ses forces, d'abord pour la réunification de l'Afrique. Je crois que l'Afrique a été imputée par cette politique française et anglaise de l'arabisme, c'est-à-dire les 8 pays arabophones on les a fait retirer de l'Afrique, malheureusement. On dit le Maghreb arabe. On dit le Maghreb arabe. Alors, comment un étudiant, un homme adulte normalement, surtout un étudiant, accepte d'écrire ce mot, accepte de l'entendre chez son père, ou chez son cousin, ou chez ses frères, ou chez ses voisins, ou encore moins chez son professeur. Oh, monsieur le professeur, comment vraiment osez-vous dire ce gros mot? Mais nous ne sommes pas arabes. L'Afrique nous sommes des pays africains. Chaque pays est positionné sur son continent. On se dit arabe, le Maghreb. Eh bien, le mot Maghreb doit être maudit, bien sûr. Il est maudit parce que c'est un mensonge. On ne doit pas l'accepter, ni de l'écrire, ni de l'entendre. Oui. Moralement, culturellement, historiquement et coraniquement.
parce qu'il s'agit des pays musulmans en Afrique du Nord. Coraniquement, il est maudit. Ce mot est maudit. Alors je ne vois pas comment, culturellement, historiquement, géographiquement, coraniquement, ce mot maghreb arabe est maudit. Un étudiant doit convaincre ses parents par ça, ses voisins, comme ça, tout ça, et surtout son professeur. J'ai dit au cours d'une conférence, et même des enregistrements comme ça, que même si Hassan el-Nassani Mohamed V se dit arabe, il se dit descendant du prophète, et il reste à le démontrer, il reste à le prouver. Parce que la plupart, il y a au moins plus de 55 millions ou 60 millions en Afrique du Sud qui se dit, en Afrique du Nord qui se dit marabout, sans compter en Asie qui se dit marabout. Donc tous les marabouts sont descendants du prophète. Alors je ne vois pas comment un seul couple, Mohammed sallallahu puisse avoir 40 millions comme ça un peu partout dans le monde. Mais admettons que c'est vrai. Admettons que c'est vrai, peut-être si les autres ne sont pas descendants du prophète, mais admettons que Mohamed V, on lui a inclus ça au sein de sa famille depuis des générations et générations, acceptons cela. Mais même s'il est descendant du prophète, le prophète n'est pas arabe, donc vous n'êtes pas arabe. Oui, le prophète n'est pas arabe. Le Coran le dit bien. Oui, le Coran le dit bien, que le prophète n'est pas arabe. Donc, même si vous êtes descendant de c'est pourquoi il faudrait que l'université algérienne va se mobiliser pour essayer de regrouper l'ensemble des universités africaines pour faire un mouvement estudiantin africain pour la réunification de l'Afrique. Pas pour l'autre. Il faut gagner.